Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a représenté le chef de l'État Alassane Ouattara à Accra, au Ghana, à un sommet sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Cette rencontre d'Accra a abouti à la mise en place d'un mécanisme de lutte contre le terrorisme. La Banque mondiale publie son 8e rapport économique sur la Côte d'Ivoire. L'institution recommande à l'État ivoirien de poursuivre les investissements afin d'améliorer la mobilité à Abidjan. La Banque mondiale appelle à résoudre cette question de mobilité pour transformer la forte croissance urbaine en atout de développement. Le gouvernement a mis en place il y a quelques mois une politique de gestion des déchets. Mais comment celle-ci est-elle perçue des populations? Quelles sont les difficultés des éboueurs sur le terrain? Comment fonctionne le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin? Réponse dans le dossier Vie d'ici de ce 20h. Enfin, au Sénégal, nous sommes à J-2 de la présidentielle. C'est la dernière ligne droite ce vendredi avant le scrutin le dimanche. Les 5 candidats dont le président sortant Macky Sall vont puiser ce soir dans leur dernière force après près de 3 semaines de campagne pour convaincre les électeurs. À minuit, ils n'auront plus droit à la parole. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso s'unissent contre le terrorisme. Ces pays ont tenu ce vendredi un sommet dans la capitale ghanéenne sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a représenté le chef de l'État Alassane Ouattara à cette rencontre. Le reportage de notre envoyé spécial Mama Traoré est commenté pour vous par Awa Touré. Jubilé House, palais présidentiel de la République du Ghana ce vendredi. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, est accueilli par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Daniel Kablan-Duncan est au Ghana pour représenter le président Alassane Ouattara à une rencontre de haut niveau sur la sécurité dans la sous-région. On prépare à cette réunion au sommet les chefs d'État du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Une concertation qui vise à mettre sur pied l'initiative d'Accra, un outil de lutte contre le terrorisme à travers la coopération inter-États. Plus concrètement, l'initiative d'Accra entend organiser et harmoniser les moyens de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Avant la rencontre des chefs d'État, les ministres en charge de la sécurité des 5 pays concernés se sont réunis à l'effet de plancher sur la mise en œuvre de l'initiative d'Accra. Les récentes attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso et celles de Grand Bassam en mars 2016 sont autant de raisons qui justifient la mutualisation des efforts entre États pour venir à bout de la menace terroriste. Comme annoncé dans les titres, la Banque mondiale vient de publier son 8e rapport sur la Côte d'Ivoire. Il en ressort une économie ivoirienne toujours dynamique. Cependant, l'institution financière internationale recommande à l'État de poursuivre les investissements afin d'améliorer la mobilité à Abidjan. La Banque mondiale appelle à résoudre cette question de mobilité pour transformer la forte croissance urbaine en atout et de développement. Le projet du Grand Abidjan reste une solution. Didier Nguesson. Les ménages ivoiriens dépensent chaque jour 4 milliards de francs CFA pour le budget transport. C'est la 3e poche de dépenses après la nourriture et le logement. Le transport représente plus de 30% des revenus de la majorité des Ivoiriens selon la Banque mondiale qui vient de rendre public son 8e rapport économique sur la Côte d'Ivoire. L'enjeu est de taille car une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait accroître la croissance économique du pays d'au moins 1%, avec des gains proportionnels plus élevés pour les plus démunis. Cette amélioration produirait aussi des effets multiplicateurs sur le secteur productif ainsi que sur l'emploi dans la durée. Le statu quo est à éviter. Pour Jacques Morisset, auteur de ce rapport, il faut améliorer la mobilité urbaine à Abidjan en investissant davantage dans les infrastructures routières. La gestion du trafic, le mode de déplacement des populations et l'indiscipline sont, selon l'auteur, les 3 causes des difficultés de mobilité à Abidjan.
La Banque mondiale préconise le développement de transports de masse tout en n'oubliant pas l'accès au premier kilomètre, des prescriptions déjà prises en compte dans les prévisions de l'État. De nombreux ouvrages sont en cours de réalisation avec pour objectif l'amélioration de la mobilité urbaine dans l'agglomération d'Abidjan. Au nombre de ceux-ci figure l'élargissement du boulevard de Marseille, la construction du 4e pont devant relier les communes du Plateau et de Yopougon, la construction des échangeurs Orca et Palmeraie à la Riviera sur le boulevard François Mitterrand, au carrefour d'Incan sur le boulevard Latrie aux deux plateaux, à Aboga au rond-point de la mairie, l'aménagement de l'autoroute périphérique ou ceinture d'Abidjan, dénommée la Y4, le dédoublement de l'autoroute sortie Est, Yopougon-Agnama, et le dédoublement de sortie de l'autoroute Ouest. La réalisation de ces grands projets permettra de décongestionner le district d'Abidjan. Voilà, je rappelle, selon le rapport de la Banque mondiale, le coût journalier du transport est de 1075 francs CFA par ménage. Les Abidjanais passent en moyenne 200 minutes par jour dans le transport et 30% des revenus des plus pauvres sont affectés au transport. La Côte d'Ivoire, engagée à relever justement des défis au niveau de la mobilité urbaine, élargit la voie de ses relations commerciales avec le reste du monde. Toute chose qui explique le projet d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi par lequel transitent 85% des marchandises du pays. Aujourd'hui, ce projet est une réalité avec l'inauguration du canal rénové qui devrait permettre au port autonome d'Abidjan de mettre le cap sur de nouvelles performances. Mama Traoré, Adama Koni. 6 octobre 2015, jour de lancement des travaux de rénovation du canal de Vridi. Amadou Gon Coulibaly, alors secrétaire général de la présidence de la République, appelle à la tenue des délais. Le souhait de l'actuel Premier ministre sera entendu. Ce jeudi 21 février 2019, il inaugure un ouvrage livré plus tôt que prévu. À ses côtés, une dizaine de membres du gouvernement et des présidents d'institutions. C'est tout dit de l'importance de cet événement pour la Côte d'Ivoire. Principale porte d'entrée du port d'Abidjan, le canal de Vridi, vieux de 68 ans, était devenu ces dernières années un facteur limitant à sa compétitivité. Il y avait urgence à réagir au risque de voir le port d'Abidjan devenir un maillon faible des infrastructures économiques stratégiques. C'est alors que l'autorité portuaire s'est donnée en 2011 comme vision d'être le premier port de la côte ouest africaine et un port de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. Il fallait pour ce faire relever les défis de l'accueil des grands navires, de la disponibilité des espaces de stockage et de manutention, de la disponibilité des espaces industriels, de la décongestion de la zone portuaire et de la célérité des opérations portuaires. La rénovation du canal de Vridi était fortement attendue par la communauté portuaire. Le port d'Abidjan peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir pleinement accompli sa mission. En effet, l'exploitation portuaire est restée tributaire durant cette décennie des restreintes que lui imposaient les caractéristiques du canal en termes de faiblesse des tirants d'eau, obligeant souvent les navires à des relâches en mer ou en lagune, en attente de marée haute, tant à l'entrée qu'à la sortie du port. Le canal de Vridi que nous inaugurons ce jour nous apparaît comme un élément d'un puzzle gagnant, conduisant inéluctablement la Côte d'Ivoire vers l'émergence d'un secteur portuaire compétitif, capable de rivaliser avec ceux des pays faisant référence sur notre façade maritime. 150 milliards de francs CFA sont investis pour élargir et approfondir le canal de Vridi, un projet inscrit par le gouvernement au rang de priorité du Plan national de développement, PND. Depuis donc 2011, est exécuté sur la plateforme portuaire d'Abidjan, l'un des projets les plus ambitieux inscrits au Programme national de développement dans le but de contribuer à la réalisation de la vision prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. La trame centrale de cette vision consiste à bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire émergente et plus forte. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'annoncer que d'autres sont prévus afin d'améliorer le dynamisme du port autonome d'Abidjan.
Le redimensionnement du canal de Vridi constitue pour le gouvernement un précieux instrument de développement à forte valeur ajoutée. Il est également un outil de rapprochement des populations, un ouvrage qui consolide les liens entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires à travers la sous-région et le monde. Sur la période 2012-2020, ce sont près de 800 milliards de francs CFA qui seront investis dans le développement des infrastructures portuaires, avec notamment la construction du deuxième terminal à conteneurs, la construction d'un nouveau port de pêche, la construction d'un terminal céréalier et la modernisation du terminal minéralier et fruitier. En outre, l'État investira dans la densification des voies de desserte portuaire et la réalisation d'une plateforme logistique en dehors de la zone portuaire pour mieux gérer le flux de camions et favoriser la fluidité de la circulation en vue de créer davantage de productivité au niveau des opérations. Cette cérémonie d'inauguration a été également marquée par la distinction de 22 membres de la communauté portuaire, dont un au rang de commandeur de l'ordre national, 8 comme officiers de l'ordre national, 4 comme chevaliers de l'ordre national et 8 décorés dans l'ordre du mérite ivoirien. La nation leur reconnaît ainsi le mérite d'avoir contribué à la réalisation de ce chantier majeur. Et l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi est donc une réalité. Ce canal rénové par le quai de transit, je rappelle, 85% des marchandises du pays permettra au port autonome d'Abidjan de mettre le cap sur de nouvelles performances, mais aussi et surtout de relever de nouveaux défis, comme nous l'explique dans les détails Mama Traoré. Le canal de Vridi rénové équivaut à plus de 2 millions de tonnes de granit utilisées, 96 000 tonnes de béton employées et 3 millions de mètres cubes de sable dragués. Ces grands travaux, cofinancés à plus de 150 milliards de francs CFA par l'État ivoirien et Exim Bank Chine, vont faciliter l'accès au port d'Abidjan. Cela à la grande satisfaction des opérateurs économiques du secteur portuaire. Avec cet élargissement du canal et l'approfondissement surtout du terrain d'eau qui est devenu à 16 mètres, nous sommes aux normes mondiales. Donc on peut avoir du fret moins cher maintenant parce qu'il est facile pour un armateur de faire rentrer un gros navire en Côte d'Ivoire qui va lui coûter beaucoup moins cher et ça pourra réduire beaucoup de frais pour les importateurs de toutes marchandises. Avec l'élargissement, ça devient un outil pour nous, pour convaincre nos partenaires qui sont à l'extérieur de revenir en Côte d'Ivoire, de revenir dans le port d'Abidjan, parce que nous avons tout ce qu'il faut maintenant pour permettre un accostage très rapide. C'est une possibilité alors qu'il nous a offert de capter encore du business, des activités qui nous échappaient parce que nos installations ne nous permettaient pas d'aboutir ce genre de navire. Le port autonome d'Abidjan est également important pour les échanges extérieurs des pays de l'Interland comme le Mali et le Burkina Faso. En 2017, plus d'1 million de tonnes de marchandises en provenance ou à destination du Burkina Faso sont passées par Abidjan. C'est une très belle opportunité pour nous qui sommes pays de l'Interland. Vous savez que plus de 99% du transport de nos marchandises se fait par voie maritime. Et donc nous avons de ce que le port autonome d'Abidjan ait cette vision et pour anticiper donc les défis du futur. L'entrée est désormais facilitée, mais le port autonome d'Abidjan poursuit sa modernisation. Objectif, relever le niveau des installations portuaires pour une meilleure qualité de service. Dans cette dynamique, plusieurs projets phares sont en cours de réalisation afin d'améliorer le trafic, le transit et le transbordement des navires. Le terminal à conteneurs, le deuxième, est en cours de construction. Les infrastructures sont avancées à 75% environ. Le terminal Roro, nous allons le délocaliser. Et il y a un quai Roro qui a été construit. Le quai Roro, lui, le quai est déjà livré, il est en exploitation depuis le mois de mai 2018. Mais il y a un appel d'offres qui a été lancé pour trouver un opérateur exploitant. Et normalement, d'ici fin septembre, le terminal Roro pourra être inauguré et mis en service sur l'exploitation. Ajoutez à cela le nouveau môle du port de pêche déjà en service et l'aménagement prochain du terminal céréalier. Toutes ces infrastructures qui vont nécessiter un investissement de 1050 milliards de francs CFA visent à accroître la capacité opérationnelle du port d'Abidjan.
Voilà, la destination Côte d'Ivoire attire à coup sûr des investisseurs. L'amélioration de l'environnement des affaires donne des résultats probants. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, vient d'inaugurer un centre commercial de matériel industriel et d'équipement de travaux publics et une usine de transformation de tomates. L'environnement des affaires s'agrandit et génère ainsi 576 emplois. Didier Nguessan. Un centre commercial dédié au matériel industriel et outillage pour le bâtiment et les travaux publics vient de voir le jour. C'est un investissement de 3 milliards francs CFA inauguré par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba. Bâti dans la commune de Makori sur une superficie de 4000 m², le showroom regroupe un millier de références de produits. Pour le ministre, la multiplication des centres commerciaux en Côte d'Ivoire vise à lutter contre l'informel et à permettre l'accès aux produits de qualité et à moins de coûts pour les consommateurs. Plus de 200 emplois sont créés grâce à cette enseigne. Le secteur agroalimentaire vient aussi de s'enrichir d'une nouvelle usine. Située en zone portuaire, cette usine de 15 000 m² se spécialise dans la production de tomates concentrées, de petits pois et de ketchup. Donc la production de tomates s'élève à 60 000 tonnes l'année. Pour le ketchup, c'est 5 000 tonnes l'année et les petits pois aussi 5 000 tonnes l'année. Donc nous comptons sur un chiffre d'affaires de 30 milliards par an. C'est le chiffre prévisionnel qu'on souhaite faire. Et c'est un investissement à la hauteur de 20 milliards. Le groupe industriel annonce un autre projet, la réalisation d'une unité de fabrication de café soluble, s'inscrivant ainsi dans la politique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire prônée par le gouvernement. Tous ces investissements permettent en tout cas de créer de la valeur, permettent de baisser les prix des produits aux consommateurs et puis permettent notamment de créer des emplois pour nos jeunes et pour nos femmes. Nous ne pouvons que saluer ce TAT-là et les encourager pour que les Ivoiriens puissent consommer des produits qui soient de qualité et des produits également qui soient à des prix qui soient abordables. Ces deux investissements viennent renforcer le tissu industriel ivoirien. On jette à présent un œil du côté de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La ministre de tutelle Kandia Camara Kamisoko était face à la presse hier pour faire le point des actions du gouvernement pour un système éducatif de qualité et surtout éclairer l'opinion nationale sur la crise qui secoue actuellement l'école ivoirienne. C'est Forazegui Didier Nguessan pour le reportage. Face à la presse, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, explique les avancées des négociations entreprises avec les syndicats d'enseignants qui ont entamé une grève depuis 3 semaines. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec nos partenaires, les syndicats, les plateformes syndicales aussi. À la fin de cette discussion, un accord a été conclu entre le gouvernement et le monde syndical. Et donc le gouvernement s'est engagé à payer la somme de plus de 249 milliards pendant 7 années. Et les syndicats se sont engagés à observer une trêve, c'est-à-dire à ne pas faire de grève pendant la même période. Il a été dit que les discussions devaient se poursuivre. Mais malheureusement, contre toute attente, nous avons reçu des préavis de grève, exprimant des préoccupations de la part des syndicats. Aussitôt, nous avons entamé les discussions avec les syndicats. Étant entendu que le gouvernement, lui, justement, a commencé à honorer ses engagements en payant des sommes aux syndicats, nous avons entamé les discussions le lundi. Nous avons poursuivi les discussions le mardi, mais le mardi, certaines plateformes se sont retirées, mais le lendemain, ils sont revenus à la table de discussion. Hier, ils ont travaillé toute la journée. Nous continuons de discuter avec nos partenaires, les enseignants, avec les syndicats, avec les plateformes. Je pourrais dire ici que les discussions se déroulent dans de bonnes conditions, dans un bon esprit, et nous osons croire que d'ici la fin de la semaine, les syndicats qui ont lancé des mots d'ordre de grève vont les lever afin que tous les enseignants reprennent les cours dès le lundi. À cette tribune des rendez-vous du gouvernement, Kandia Camara a exposé les actions gouvernementales en matière d'éducation. De 2011 à 2019, le gouvernement s'est attelé à redonner à l'école ivoirienne une fière allure.
Ainsi, plusieurs réformes, construction et réhabilitation d'écoles ont été effectuées. Au titre des constructions d'infrastructures, sur la période 2011-2018, le gouvernement a accru l'offre éducative à travers la construction de 30 621 salles de classe au préscolaire et au primaire, 242 établissements secondaires, un lycée de jeunes filles à Séguéla, 2 CAFOP à Bondoukou et à San Pedro, 7 établissements d'enseignement technique et professionnel. Cette deuxième édition des rendez-vous du gouvernement 2019 a été l'occasion pour la ministre en charge du secteur de l'éducation-formation de donner aux Ivoiriens l'assurance que le gouvernement ne lésinera pas sur les moyens pour accomplir sa mission, celle d'assurer une éducation et une formation de qualité pour tous les élèves de Côte d'Ivoire. Notez également que des actions sont aussi menées dans le domaine de la salubrité. La décharge d'Akwedo est fermée. Le geste de fermeture symbolique a été posé le 4 janvier dernier. L'État ivoirien, qui veut assurer la propreté de nos villes, a mis en place une nouvelle politique de gestion des déchets. Mais comment celle-ci est-elle perçue? Comment fonctionne le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kossi-Ouin qui accueille les déchets du district d'Abidjan? Quelles sont les difficultés des éboueurs sur le terrain? Réponse dans le dossier Vide ici, signé ce soir, Grace Kando. Quartier Notre-Dame, 11h, nous sommes dans la commune de Trècheville. C'est à cette période de la journée que les camions de ramassage d'ordures arrivent pour collecter les déchets. Les riverains de ce secteur se dépêchent de vider leurs poubelles. Actuellement, là, on n'a pas de problème de déchets parce que les poubelles sont près de nous-mêmes et puis ça passe. C'est vrai que le quartier est propre. Les odeurs ont diminué, donc les moustiques aussi ont diminué. Les camions sont réguliers. On a des bacs à ordures à toutes les rues. Il suffit que nous-mêmes on se sensibilise à balayer et puis regrouper. Sinon, ils sont toujours là. Plus loin à Cocody, Yvette, ménagère, apprécie elle aussi les nouvelles prestations en matière de collecte d'ordures. Avant, on peut faire une semaine ou à 2 semaines même. Ça ne vient pas. Même maintenant, là, chaque jour, dès que c'est rempli net, que, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui leur dit que c'est rempli. Là. Dès que c'est rempli, ils viennent, ramasser tout. Eux-mêmes balaient. Donc maintenant, ça sent bon. Nous, on est à l'aise. On respire bien. Depuis le 2 novembre 2018, le gouvernement de Côte d'Ivoire a initié une nouvelle politique de gestion des déchets. A priori, les populations semblent y adhérer. Toutefois, les éboueurs dénoncent certains actes répréhensibles qui contrarient leur travail. Certaines personnes, au lieu de donner les poubelles aux grandes personnes pour venir déverser dans les différents bacs que nous avons, ils pouvaient donner aux enfants. Avec les enfants, c'est un peu difficile parce que les enfants l'amènent à repas de l'autre côté bien pour bien instaurer les ordures dans les corbeilles qu'il faut. Et quand ils viennent avec, d'autres pouvaient verser à terre au lieu d'introduire dans les bacs que nous avons instaurés sur le site. Quand quelqu'un achète un chargeur d'eau qu'il boit, il laisse ça traîner. Or, on ne peut pas garer le véhicule comme ça en train de prendre les chassés par chassés. Ça ne peut pas nous arranger. Sincèrement, on leur demande beaucoup pardon de nous aider à rendre la ville propre. À ces actes d'incivisme s'ajoutent aussi d'autres comportements condamnables. Un constat fait régulièrement par les agents de la brigade de salubrité. Les réceptacles qui servent à contenir les ordures sont objets de vandalisme. Alors, on ne comprend pas le sens de ces actes-là. Alors, les personnes qu'on va prendre en train de détruire ces réceptacles-là encourent des peines allant de 1 an jusqu'à 5 ans de prison. Donc, c'est le lieu d'appeler aussi les populations, leur dire que ces réceptacles ont été mis pour eux, donc il n'y a pas lieu de les détruire. Dans la nouvelle politique de gestion des ordures telle que menée actuellement, il y a la proximité des bacs à ordures. Plus besoin forcément de personnes intermédiaires, comme du temps des précollecteurs. Je suis là, il vient, il sait que ma poubelle est posée là. Quand il vient, il soulève, il s'en va, que je sois à la maison ou pas. Avant que les jeunes passent à les poubelles, je donne 500 par mois vraiment de partie. Mais maintenant, dès que j'ai fini, ils ramassent et me versent. La poubelle à côté de nous, c'est bon. On ne peut nier que la nouvelle méthode de collecte des déchets dans le district d'Abidjan
a gagné en modernité. L'activité s'est professionnalisée. Désormais, les heures de sortie des déchets sont indiquées par les responsables en charge de la collecte. Il est demandé aux ménages, n'est-ce pas, de bien conditionner les déchets, de les sortir, n'est-ce pas, à partir de 17h jusqu'à 21h et très tôt le matin, entre 5h et 6h. Cela permet à l'opérateur, n'est-ce pas, de faire le service de nuit qui se fait donc à 90% la nuit. Et le matin, pour ceux qui n'auront pas pu sortir leurs déchets entre 17h et 21h, on leur permet de les sortir entre 5h et 6h pour permettre à l'opérateur, n'est-ce pas, de faire le ratissage. La nouvelle politique de gestion des déchets dans le district d'Abidjan coûte à l'État de Côte d'Ivoire 45 milliards de francs CFA par an. Pour sa mise en route, 450 camions et 650 coffres flambant neufs ont été mobilisés. Les maires apprécient l'avènement de cette nouvelle politique. Toutefois, des difficultés sont à relever. Nous avons pu constater que comme il n'y a pas de précollecteur ou il n'y a pas de rapport pour le moment établi formel entre eux et les précollecteurs de Koumassi, les ordures ne sortent pas forcément des concessions pour arriver au lieu de dépôt. Quand les véhicules arrivent pour le nettoyage des rues, les commerçants qui ont déjà déployé leurs étals ne veulent rien entendre, ne veulent pas bouger. Et conséquence, les véhicules sont obligés de contourner les tables, les étals pour aller et sans pouvoir nettoyer correctement. Les déchets collectés dans le district d'Abidjan sont acheminés au centre d'enfouissement technique de Kosiouin, dans la sous-préfecture de Songon, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Ce centre, construit selon les standards internationaux, peut recevoir et traiter 1 250 000 tonnes de déchets par an. Par jour, il y a 330 camions qui arrivent d'Abidjan, des districts d'Abidjan, avec des ordures qui sont ramassées là-bas. On fait aussi le traitement de l'eau, le civier, et que les ordures sont à produire. Avec l'ouverture du centre d'enfouissement de Kosiouin, la décharge d'Akwedo a été définitivement fermée. Un avantage au plan écologique, environnemental et économique, il va produire de l'énergie électrique à partir du biogaz. Voilà, nouvelle politique de gestion de déchets, un sujet réalisé pour vous par Grace Kanto. Le gouvernement ivoirien prend aussi des dispositions pour permettre aux populations d'avoir des abris sûrs avant la prochaine saison des pluies. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité effectue des visites de terrain sur les sites critiques inondables dans les communes du district d'Abidjan. À Koumassi, par exemple, Anne-Désirée Ouloto a invité les populations à quitter les zones à risque. On retrouve Grace Kanto. Koumassi, du carrefour Zoé Bruno jusqu'au marché Gouro, commerces, habitations et autres installations empêchant l'évacuation des eaux pluviales ont été déguerpis il y a quelques jours au profit des travaux d'assainissement. À ces initiatives s'ajoute la construction d'un réseau d'eau usée et l'aménagement du canal d'Anoumabou, des travaux coordonnés par l'Office national de l'assainissement et du drainage. S'agissant de Koumassi, nous avons entrepris ce qu'on appelle la libération des exutoires. Nous, nos canalisations, nos drainages d'eau pluviale sont comme les veines d'un corps humain. Quand c'est sectionné, quand il y a un garrot quelque part, ça ne peut pas circuler. Donc les exutoires sont le terminus de ces ouvrages-là et qu'il fallait libérer. Ensuite, nous avons entrepris ce qu'on appelle les travaux de pré-saison. C'est des curages de canaux de drainage d'eau pluviale. Nous avons les travaux de libération des emprises. Oui, malheureusement, à Koumassi, il y avait beaucoup d'extensions sur nos réseaux qui sont également réalisées. À Koumassi, nous pourrons être à 2,5 milliards. Ça va aider énormément pour la saison des pluies. Aménagement effectué en prélude à la saison des pluies. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, la ministre Anne-Désirée Ouloto, en compagnie du maire de la commune, effectue une visite de terrain. À Koumassi, les conditions d'atténuation sont en train d'être mises en place par le maire. Vous avez les entreprises ici qui ont commencé leur travail, mais le problème c'est que l'ONAD, par exemple, qui est chargée de l'assainissement et du drainage, n'arrivait même pas à avoir accès à certains sites à cause des occupations anarchiques. La SODECI également, assainissement, c'est le même tableau. Aujourd'hui, le maire a ouvert tous ces chantiers. Il permettra donc à l'ONAD et à la SODECI d'accélérer leurs activités, leurs travaux, de respecter les délais,
afin que nos populations soient tranquilles pendant la saison des pluies. Différents points ont été identifiés qui vont donc faire l'objet d'actions prioritaires de sorte à ce que la saison des pluies ne soit pas la saison au cours de laquelle Koumassi est traité de tous les maux. C'est tout ce qui concerne l'assainissement. Au-delà de l'assainissement, ce qui est prévu également, c'est la voirie. Avant la commune de Koumassi, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a eu une séance de travail avec les autorités communales de Cocody. Dans cette cité également, plusieurs sites inondables ont été identifiés, entre autres le carrefour de la Vie et le rond-point de la Palmeraie. Le premier magistrat compte s'impliquer. Cette séance de travail était vraiment attendue. Nous allons faire en sorte, même s'il y a peut-être des dégâts, ou un dégât matériel, mais pas en tout cas de perte de vie humaine. Et nous allons nous y atteler dès maintenant. Nous allons sensibiliser les populations et nous allons être sur le terrain en permanence. Après Koumassi et Cocody, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité se rendra dans les communes d'Adjamé et d'Abobo pour sensibiliser les populations sur la nécessité de quitter les zones à risque. On passe à l'actualité sportive en Côte d'Ivoire. Les populations du district autonome de Yamoussoukro vibrent au son du 45e rallye Bandama jusqu'au 24 février prochain. Plusieurs coureurs sont inscrits à cette compétition qui vend la destination de notre pays. La concurrence s'annonce rude, comme nous l'explique Salif Ouattara. Revenu fraîchement d'une mission effectuée aux États-Unis d'Amérique, le ministre Dan Paulin Claude s'est sacrifié à une tradition en se rendant de façon express à Yamoussoukro pour souhaiter l'aquaba à tous les équipages et staff technique du 45e rallye Bandama. Ce message d'aquaba a été transmis par le président de la Fédération ivoirienne des sports automobiles, Alain Ambrosino. Notre présence est tout un témoignage. Le témoignage que le gouvernement de Côte d'Ivoire accorde une importance capitale à tous les sports. Le sport doit être le creuset du rassemblement et aussi du sursaut national. C'est pourquoi nous encourageons effectivement les pilotes ivoiriens, Maurice Ferré, Kwasi Lenoir et tous les autres, à faire en sorte que le flambeau et le drapeau ivoirien soient portés aussi au firmament dans cette lutte amicale et fraternelle et sportive. Le rallye Bandama fête ses 50 ans cette saison. La première édition du Bandama s'était déroulée en 1969. Le Bandama a connu quelques arrêts lors de la crise militaro-politique qui a secoué la Côte d'Ivoire. Peu après ce passage du ministre Dan Paulin Claude, les équipages ont pris le top départ de la compétition. Une super spéciale devant la fondation Félix Houphouët-Boigny. Ailleurs au Sénégal, nous sommes à J-2 de l'élection présidentielle. C'est la dernière ligne droite ce vendredi. Avant le scrutin de dimanche, les 5 candidats, dont le président sortant Macky Sall, vont puiser ce soir dans les dernières forces après près de 3 semaines de campagne pour convaincre les électeurs. À minuit, ils n'auront plus droit à la parole. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.